Le millionnaire a humilié le plat servi par la cuisinière. Sale. Même un mendiant n'oserait pas manger ça. Mais elle a dit quelque chose qui l'a mis à genoux. Le soleil de juin caressait les vignobles de Provence, tandis que Chloé Marchand, les mains plongées dans la terre rouge, arrachait les mauvaises herbes qui menaçaient ses plants de tomates. À 28 ans, son visage hâlé par le soleil gardait une douceur enfantine, que même les années de labeur n'avaient pu effacer. Ses cheveux châtains, attachés en un chignon négligé, laissaient échapper quelques mèches rebelles qui dansaient au gré de la brise. « Chloé, le facteur est passé !» La voix tremblante de Marguerite Noël résonna depuis la petite maison de pierre. Chloé essuya ses mains sur son tablier usé et se dirigea vers la maison. Sa grand-mère, Marguerite, tenait une enveloppe d'un air grave. À 75 ans, elle semblait soudain plus fragile sous la lumière crue de la cuisine. « Encore une lettre de la banque ?» demanda Chloé, la gorge serrée. « La 3e ce mois-ci » soupira Marguerite en s'asseyant lourdement. « Il parle de saisie si on ne rembourse pas avant septembre. » Chloé déchira l'enveloppe. Ses yeux parcoururent rapidement la lettre avant qu'elle ne la pose sur la table en bois usée par le temps. « On trouvera une solution, mamie. On a traversé pire. Pas avec cette sécheresse, » murmura la vieille femme en regardant par la fenêtre les champs jaunis. 3 ans sans pluie décente. C'est du jamais vu. Chloé toucha machinalement le médaillon d'argent qui ne quittait jamais son cou. Un héritage de sa mère, Delphine, décédée d'une cardiopathie rare lorsqu'elle n'avait que 5 ans. Les gravures celtes brillaient doucement sous la lumière. « Maman aurait su quoi faire », chuchota-t-elle. « Ta mère était forte comme toi », répondit Marguerite avec un sourire triste. Elle, la vieille femme s'interrompit, porta sa main à sa poitrine et s'effondra sur le sol carrelé. Mamie, à 200 km de là, dans les hauteurs de Lyon, Alain Delattre signait le dernier document d'une série de contrats qui lui assurait l'acquisition d'un nouveau terrain au cœur de la ville. À 51 ans, ses tempes grisonnantes et ses traits sévères imposaient le respect et la crainte à ses employés. « Ça fera 5 millions de bénéfices nets », annonça son associé avec un sourire satisfait. Alain hocha la tête sans émotion apparente et congédia l'homme d'un geste, resté seul dans son immense bureau. Il se leva pour contempler la ville qui s'étendait à ses pieds, Lyon, sa ville, qu'il transformait pierre par pierre au gré de ses ambitions. Il desserra légèrement sa cravate et son regard se posa sur la seule photo personnelle de son bureau. Sabine, son épouse, morte 5 ans plus tôt dans un accident d'avion. Blonde, élégante, le regard froid, un mariage de raison qui avait produit un fils, Hugo, parti étudier à Harvard et refusant obstinément de reprendre l'entreprise familiale. « Monsieur », la voix de sa secrétaire le tira de ses pensées. « Votre chauffeur est prêt ?» Il acquiesça et rassembla ses affaires. En quittant le bureau, il annonça « Je pars pour New York demain. Je ne serai pas joignable pendant 1 semaine. » La salle d'attente des urgences était bondée. Chloé, les yeux rougis par les larmes, tenait la main de sa grand-mère allongée sur un brancard. Madame Marchand, un médecin d'une 50aine d'années, s'approcha, le visage grave. « Je dois vous parler en privé. » Dans un petit bureau aseptisé, le docteur Martin lui expliqua la situation sans détour. « Votre grand-mère souffre de la même cardiopathie que votre mère. C'est une malformation génétique héréditaire. Elle a besoin d'un traitement spécialisé et probablement d'une intervention chirurgicale. » « Quel est le coût ?» demanda Chloé. Allant droit à l'essentiel, le médecin hésita. Le traitement complet, avec la chirurgie et les soins post-opératoires, environ 80 000 €. Chloé sentit le sol se dérober sous ses pieds. La sécurité sociale ne couvrira qu'une partie. Et votre grand-mère aurait besoin d'être traitée dans une clinique spécialisée à Lyon. Il n'y a que là qu'ils pratiquent ce type d'intervention. De retour dans la chambre où Marguerite avait été installée, Chloé s'effondra dans un fauteuil. Comment trouver une telle somme? La ferme était déjà hypothéquée et leurs économies avaient fondu avec la sécheresse. Elle sortit son téléphone et appela sa cousine Amandine, qui travaillait comme femme de chambre pour une riche famille lyonnaise. « Amandine, c'est Chloé, j'ai besoin d'aide. » Madame Colette Girard époussetait méticuleusement les cadres photos du grand salon de la famille Delattre. À 80 ans, elle servait les Delattre depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait se souvenir. Ses mains noueuses s'arrêtèrent sur une ancienne photo d'Alain jeune, souriant dans un champ de lavande, une vie antérieure,
Avant qu'il ne devienne cet homme froid et calculateur, le téléphone sonna, l'attirant de sa rêverie. « Résidence de Lattre », répondit-elle de sa voix posée. « Madame Girard. »« C'est Amandine Roux, la cousine dont je vous ai parlé, pour le poste de cuisinière. » Colette fronça les sourcils. « Monsieur de Lattre n'aime pas changer de personnel. Ma cousine est un vrai cordon bleu. Elle a désespérément besoin de ce travail. Sa grand-mère est malade et elle doit payer des soins coûteux. » Quelque chose dans cette histoire éveilla l'intérêt de la vieille gouvernante. « Bien, qu'elle vienne demain à 10h pour un essai. Monsieur est absent pour une semaine. C'est le moment idéal. » Le lendemain, Chloé se tenait devant l'imposante grille en fer forgé de la demeure de Lattre, le cœur battant. Elle serra son médaillon pour se donner du courage avant de sonner. Madame Girard l'accueillit avec une politesse distante et la conduisit à travers les couloirs richement décorés jusqu'à la cuisine ultramoderne. « Montrez-moi ce que vous savez faire », ordonna-t-elle simplement. Chloé hocha la tête et, après avoir exploré le réfrigérateur et les placards, se mit au travail, ses mains dansèrent parmi les ingrédients, recréant instinctivement les recettes que sa grand-mère lui avait enseignées. 2 heures plus tard, elle présenta à Madame Girard une tarte aux herbes de Provence, un gratin dauphinois revisité et un clafoutis aux cerises. La vieille gouvernante goûta chaque plat en silence. Son visage impassible, puis, après avoir savouré la dernière bouchée de clafoutis, elle posa sa serviette. « Quand pouvez-vous commencer ?»« Immédiatement », répondit Chloé sans hésiter. « Le salaire est de 2500 € par mois. Logé, nourri, blanchi, vous aurez un jour de congé par semaine. » Chloé hocha la tête. Des calculs rapides défilant dans son esprit, en 3 ans, elle pourrait rembourser les soins de sa grand-mère si elle économisait chaque centime. « J'accepte », dit-elle fermement. C'est alors que son médaillon glissa hors de son chemisier, captant la lumière du soleil. Les yeux de Madame Girard s'écarquillèrent en reconnaissant les gravures celtes. Un médaillon identique à celui qu'elle avait aidé Alain à choisir il y a près de 30 ans pour une jeune fille de la Provence nommée Delphine. « Ce médaillon », murmura-t-elle, la voix soudain tremblante. « C'était à ma mère », expliqua Chloé, inconsciente du trouble de la gouvernante. Elle s'appelait Delphine Marchand. C'est tout ce qu'il me reste d'elle. Le monde de Colette Girard sembla vaciller sur son axe. Devant elle se tenait, sans l'ombre d'un doute, la fille qu'Alain n'avait jamais connue, la fille que le vieux Paul de Lattre avait payée pour éloigner de la famille. « Vous commencez demain », dit-elle finalement, d'une voix qu'elle s'efforçait de maintenir stable. « Soyez là à 7h. » Tandis que Chloé quittait la propriété, le cœur gonflé d'espoir pour sa grand-mère, Colette s'appuya contre le mur, la main sur sa poitrine douloureuse. Le destin venait de frapper à la porte des de Lattre, et rien ne serait plus jamais comme avant. 1 semaine s'était écoulée depuis l'arrivée de Chloé à la demeure de Lattre. Chaque matin, elle se réveillait avant l'aube dans la petite chambre sous les combles qui lui avaient été attribués, simple mais propre. Cette pièce aux murs blancs contrastait avec l'opulence du reste de la maison, sur sa table de nuit. La photo de Marguerite trônait à côté du téléphone, sur lequel elle vérifiait chaque soir l'état de santé de sa grand-mère, désormais installée dans une clinique lyonnaise, grâce à l'avance sur salaire que Madame Girard lui avait accordée. Ce matin-là, Chloé préparait un velouté de champignons quand elle entendit les autres domestiques chuchoter avec nervosité. « Il rentre aujourd'hui », murmura Josette, la femme de chambre, en arrangeant frénétiquement un bouquet de fleurs. « Et il est toujours d'une humeur massacrante après ses voyages d'affaires. »« Qui ça, il ?» demanda Chloé en remuant son velouté. Les 3 domestiques présents la regardèrent, comme si elle avait prononcé un blasphème. « Monsieur de Lattre, bien sûr », répondit Marcel, le jardinier à la retraite qui s'occupait désormais uniquement des rosiers. « Le patron, Mademoiselle Marchand », intervint Madame Girard en entrant dans la cuisine. « Vous servirez un déjeuner léger à 13h précises. Monsieur apprécie la ponctualité. » Chloé acquiesça. Tout en continuant à préparer ses plats, durant la semaine écoulée, elle avait progressivement introduit des saveurs provençales dans ses menus, une ratatouille parfumée au thym frais, une soupe au pistou qui avait fait fondre de plaisir même le stoïque majordome, des petits farcis qui rappelèrent les marchés ensoleillés du Sud. Madame Girard l'observait en silence, partagée entre admiration et inquiétude. La jeune femme avait, sans le savoir, commencé à transformer l'atmosphère de la maison. Des rires discrets s'échappèrent parfois de la cuisine.
L'odeur des herbes fraîches remplaçait le parfum artificiel des diffuseurs hors de prix, et même les visages des domestiques semblèrent moins tendus. « Pourquoi me regardez-vous ainsi ?» demanda soudain Chloé, surprenant la gouvernante dans sa contemplation. « Vous ressemblez tellement à votre mère ?» laissa échapper Colette avant de se reprendre. « Enfin, je suppose vous avez cette façon de mettre les gens à l'aise. » Chloé sourit. Touchée par cette rare confidence, « Vous l'avez connue ?» Le regard de Madame Girard se troubla un instant. « J'ai connu beaucoup de personnes dans ma longue vie. » Elle changea brusquement de sujet. « N'oubliez pas que monsieur n'aime pas la musique pendant qu'il mange. » Mais la jeune cuisinière avait déjà remarqué l'hésitation. Quelque chose dans cette maison résonnait étrangement avec son histoire personnelle, comme un écho lointain qu'elle n'arrivait pas encore à identifier. À 13 heures précises, Chloé déposa délicatement l'entrée sur un plateau en argent que Madame Girard emporta vers la salle à manger. Elle tendit l'oreille. Curieuse de connaître la réaction du maître de maison à sa cuisine, quelques minutes plus tard, la gouvernante revint, le visage fermé. « Il demande qui a préparé ce repas. »« Il n'aime pas », s'inquiéta Chloé. « Il n'a pas précisé « Préparez le plat principal, je m'occupe du reste », tandis qu'elle dressait une assiette de poulet aux olives et au citron confit. Accompagnée d'une purée à l'huile d'olive parfumée au romarin, Chloé entendit une voix masculine s'élever depuis le hall d'entrée, grave, autoritaire, tranchante comme une lame. Depuis quand sert-on des plats rustiques dans cette maison ? Poussée par la curiosité, elle s'approcha de la porte entr'ouverte de la cuisine. À travers l'interstice, elle aperçut un homme grand, aux épaules larges, malgré la cinquantaine, vêtu d'un costume sur mesure gris anthracite. Ses cheveux poivre et sel étaient impeccablement coiffés, et son visage, malgré des traits réguliers qui avaient dû être séduisants dans sa jeunesse, semblait figé dans une expression de perpétuelle insatisfaction. « C'est notre nouvelle cuisinière, monsieur », expliquait Madame Girard. « Mademoiselle Marchand. Je ne me souviens pas avoir autorisé ce changement, » répliqua-t-il sèchement. « Vous aviez mentionné votre insatisfaction concernant monsieur Pelletier avant votre départ. Sa goutte s'étant aggravée. » Alain Delattre balaya l'explication d'un geste impatient. « Et ces odeurs dans toute la maison. On se croirait dans une auberge de province. » Chloé se mordit la lèvre, blessée par la condescendance dans sa voix. Elle retourna rapidement à ses fourneaux, déterminée à ne pas se laisser déstabiliser. Après tout, elle était là pour un seul objectif, gagner suffisamment d'argent pour sauver sa grand-mère. L'opinion de ce riche arrogant lui importait peu. Les jours suivants établirent une routine tendue. Alain Delattre prenait ses repas seul dans l'immense salle à manger ou dans son bureau lorsqu'il travaillait tard. Jamais il n'adressait un mot à Chloé directement, transmettant ses rares commentaires via Madame Girard. Un soir, il fit renvoyer un dessert aux fraises des bois avec la note glaciale. Trop simple pour être servi dans cette maison. Malgré cette hostilité, Chloé persistait à cuisiner avec son cœur, refusant de se plier à une gastronomie impersonnelle et prétentieuse. Chaque plat qu'elle préparait racontait une histoire, celle de sa Provence natale, de sa grand-mère lui enseignant patiemment les secrets d'une aïoli parfaite, des après-midi passés à cueillir des herbes sauvages sur les collines. Un soir, alors qu'elle mélangeait une pâte à pain, Chloé se surprit à fredonner une vieille chanson provençale. Sans s'en rendre compte, elle se mit à chanter plus fort. Sa voix claire résonnant dans la cuisine plongeait dans la pénombre. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme ? La voix d'Alain Delattre la fit sursauter, debout dans l'encadrement de la porte. Il la fixait d'un regard indéchiffrable. « Pardonnez-moi, monsieur », s'excusa-t-elle en s'essuyant les mains sur son tablier. « Je ne pensais pas que quelqu'un pouvait m'entendre. » Il ne répondit pas immédiatement, scrutant chaque détail de son visage comme s'il cherchait quelque chose. « Cette chanson, dit-il finalement, où l'avez-vous apprise ? » « C'est une berceuse que ma mère me chantait, enfin, c'est ce que m'a raconté ma grand-mère. Ma mère est morte quand j'étais petite. » Une ombre passa sur le visage d'Alain. Sans un mot de plus, il tourna les talons et disparut dans le couloir obscur, laissant Chloé perplexe. Au fil des jours, la cuisine de Chloé commençait à exercer un effet subtil mais indéniable sur l'atmosphère du manoir. Les domestiques semblaient plus détendus, osant parfois échanger quelques plaisanteries. Des fleurs fraîches apparaissaient dans des vases jadis poussiéreux. Une radio jouait doucement dans la lingerie. Seul Alain Delattre semblait immunisé contre cette métamorphose, s'enfermant de plus en plus dans son bureau. Comme irrité par ces signes de vie qui envahissaient son domaine,
Un matin, Madame Girard trouva Chloé en larmes dans la cuisine. « Qu'y a-t-il, mon enfant ?»« La clinique vient d'appeler, » sanglota la jeune femme. « Ma grand-mère a besoin d'une opération d'urgence et je n'ai pas encore assez économisé. » La vieille gouvernante hésita un instant, puis prit une décision. « J'en parlerai à Monsieur Delattre. »« Non, » s'écria Chloé. « Je ne veux pas de sa charité, je trouverai une solution. » Mais le soir même, alors qu'elle préparait le dîner, Alain Delattre entra dans la cuisine. C'était la première fois qu'il y mettait les pieds depuis son retour. « Madame Girard m'a parlé de votre situation, » annonça-t-il sans préambule. « L'opération de votre grand-mère sera prise en charge. » Chloé le dévisagea, stupéfaite. « Pourquoi feriez-vous cela ?» Un muscle tressaillit sur la mâchoire de l'homme. « Considérez que c'est une avance sur votre salaire. Vous la rembourserez progressivement. » Il tourna les talons pour partir, puis s'arrêta, fixant soudain le médaillon qui pendait au cou de Chloé. Ce bijou, instinctivement, elle porta la main à son pendentif. C'était à ma mère. Alain Delattre pâlit légèrement, puis secoua la tête comme pour chasser une pensée importune. Madame Girard s'occupera des formalités pour votre grand-mère, conclut-il, avant de quitter la pièce d'un pas raide. Restée seule, Chloé contempla la porte par laquelle il était sorti, partagée entre gratitude et méfiance. Que pouvait bien cacher cet homme au regard si froid qui venait pourtant de lui offrir son aide? Dans l'ombre du couloir, Madame Girard n'avait rien perdu de cette scène. Sa main tremblante se porta à sa poitrine où une douleur familière se réveillait. Le temps pressait. Les secrets enfouis depuis près de 30 ans menaçaient de remonter à la surface, et elle seule détenait toutes les clés de cette histoire. La nouvelle de l'hospitalisation de Marguerite s'était répandue parmi le personnel comme une traînée de poudre. Marcel avait offert à Chloé un bouquet de roses fraîchement coupées pour sa grand-mère, tandis que Josette lui avait prêté un châle pour les couloirs froids de l'hôpital. Seul Alain Delattre gardait ses distances, se contentant de signer les documents nécessaires pour la prise en charge des frais médicaux, sans jamais s'enquérir de l'état de la malade. 3 semaines après son arrivée à la demeure Delattre, Chloé fut convoquée dans le bureau d'Alain par l'intermédiaire de Madame Girard. « Monsieur organise un dîner important demain soir », annonça la gouvernante. 6 invités, des investisseurs étrangers, il veut un menu raffiné, à la hauteur de sa réputation. Chloé hocha la tête, déterminée à relever le défi. Y a-t-il des préférences particulières? Un menu gastronomique français classique, rien de provincial, précisa Madame Girard avec une légère hésitation. Cette nuit-là, Chloé dormit à peine, réfléchissant au menu parfait qui impressionnerait ces hommes d'affaires internationaux. Elle consulta les anciens menus de réception, soigneusement rangés par Madame Girard, mais les trouva froids et impersonnels, comme sortis d'un livre de cuisine pour restaurants étoilés. Au petit matin, après avoir visité sa grand-mère à l'hôpital, une idée germa dans son esprit. Et si, au lieu de singer les grands chefs parisiens, elle proposait une vision moderne et élégante de la cuisine du terroir français, un repas qui raconterait une histoire, leur histoire. À 19h, les premiers invités arrivèrent. De la cuisine, Chloé pouvait entendre le murmure des conversations dans le grand salon. Des hommes d'affaires japonais et américains, selon ce que lui avait dit Marcel. Ils sont là pour signer un contrat de plusieurs millions, chuchota-t-il, en l'aidant à disposer les amuse-bouches sur un plateau en argent. Un nouveau complexe hôtelier de luxe en plein centre de Lyon. Chloé sentit l'anxiété monter en elle. Beaucoup dépendait de cette soirée, pas seulement pour Alain Delattre, mais aussi pour elle. Si elle réussissait à impressionner ces hommes influents, peut-être gagnerait-elle enfin le respect de son employeur. L'entrée, un tartare de Saint-Jacques aux agrumes, fut accueillie par des murmures appréciateurs. Chloé sourit en préparant le plat principal sur lequel elle avait misé toute son audace. Un cassoulet revisité, avec des haricots blancs de Provence, du confit de canard maison et des saucisses artisanales qu'elle s'était procurées auprès d'un petit producteur que sa grand-mère connaissait bien. C'était plus qu'un plat. C'était un hommage à ses racines, une célébration de la cuisine authentique qui avait bercé son enfance. Elle avait soigné chaque détail, mariant tradition et élégance dans une présentation digne des plus grandes tables. Madame Girard, en voyant le plat, écarquilla les yeux. Du cassoulet pour un dîner d'affaires. Pas n'importe quel cassoulet, répondit Chloé avec assurance. C'est la recette de ma grand-mère, perfectionnée pour l'occasion. Ces hommes d'affaires sont venus découvrir la France, non? Offrons-leur ce que nous avons de meilleur, notre patrimoine culinaire. La gouvernante hésita.
puis hocha la tête avec résignation. « Que Dieu nous vienne en aide », murmura-t-elle, en emportant les assiettes, à travers le passe-plat. Chloé observa avec anxiété la réaction des convives. Les deux Japonais examinèrent le plat avec curiosité, avant de prendre leur première bouchée. Leurs visages s'illuminèrent aussitôt. « Excellent !» s'exclama l'un d'eux en français avec un fort accent. Les Américains semblaient également conquis, discutant avec animation tout en savourant le cassoulet. Seul Alain Delattre, en bout de table, restait de marbre, fixant son assiette d'un air indéchiffrable. Puis, sans crier gare, il se leva brusquement, faisant sursauter les convives. « Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ?» tonna-t-il en français. Il fit signe à Madame Girard d'approcher. « Faites venir la cuisinière, immédiatement. » Chloé sentit son cœur s'accélérer lorsque la gouvernante entra dans la cuisine, le visage livide. « Il veut vous voir. » Maintenant, rassemblant son courage, Chloé essuya ses mains sur son tablier, l'enleva et suivit Madame Girard jusqu'à la salle à manger. Les invités la regardaient avec une curiosité polie, tandis qu'Alain Delattre la fixait avec une colère à peine contenue. « Vous trouvez amusant de servir de la nourriture paysanne à mes invités ?» demanda-t-il d'une voix glaciale. Chloé se redressa, refusant de se laisser intimider. « Ce cassoulet est un plat emblématique du patrimoine français, monsieur. J'ai pensé que vos invités apprécieraient de découvrir notre tradition culinaire authentique. »« Tradition » cracha-t-il. « Vous appelez ça de la tradition ? C'est de la nourriture de gueux. » L'un des Américains se pencha vers son collègue, murmurant une traduction approximative qui fit froncer les sourcils à ce dernier. « Sale petite arrogante », poursuivit Alain, désormais aveuglé par la colère. « Vous pensez pouvoir décider du menu dans ma propre maison ? Cette tambouille, même un mendiant n'en voudrait pas. Vous cherchez à me ridiculiser. » Les joues de Chloé s'empourprèrent. Autant de honte que de colère, les regards gênés des invités pesaient sur elle comme une chape de plomb. « Ce plat, monsieur, » répondit-elle d'une voix tremblante mais digne, « est le dernier que j'ai préparé pour ma grand-mère avant de venir dans cette ville froide. Une femme qui, malgré sa pauvreté, n'a jamais perdu son humanité ni sa générosité. » Elle reprit son souffle, ses yeux brillants de larmes contenues. C'était son plat préféré parce qu'il porte en lui le goût de notre terre, de nos racines. Peut-être avez-vous de l'or, mais vous ignorez la vraie saveur de la vie. Un silence assourdissant tomba sur la salle. Les invités, bien que ne comprenant pas tout, avaient saisi l'intensité de l'échange. L'un des Japonais hocha discrètement la tête en signe d'approbation. C'est à ce moment précis que le médaillon de Chloé glissa de l'encolure de sa chemise, brillant sous les lumières du lustre en cristal. Le bijou aux gravures celtes semblait presque animé d'une vie propre. Reflétant la lumière en éclats argentés, Alain Delattre, qui s'apprêtait à répliquer, s'interrompit net. Son regard s'était fixé sur le médaillon. La couleur quitta son visage, comme s'il venait de voir un fantôme. « Sortez » murmura-t-il, soudain livide. « Sortez tous. La réunion est terminée. » Les invités échangèrent des regards confus. Mais personne n'osa contester cette décision abrupte. En quelques minutes, ils avaient récupéré leurs affaires et quitté la demeure, laissant derrière eux leurs assiettes à moitié pleines et un silence pesant. Chloé, retournée dans la cuisine, commença à ranger avec des gestes mécaniques, les larmes coulant librement sur ses joues. Madame Girard entra peu après, le visage sombre. « Faites vos bagages », annonça-t-elle. « Monsieur Delattre, vous ?»« Non, Colette. » La voix d'Alain résonna depuis la porte de la cuisine. « Laissez-nous. » La gouvernante hésita, puis sortit en silence. Chloé se tenait droite, refusant de montrer sa détresse. « Je suppose que je suis renvoyée, » dit-elle avec toute la dignité qu'elle pouvait rassembler. Alain ne répondit pas immédiatement. Son regard était étrangement vague, comme perdu dans des souvenirs lointains. « Ce médaillon, » dit-il finalement. « Où l'avez-vous eu ?» Chloé toucha instinctivement le bijou. « Je vous l'ai dit, c'était à ma mère. Et votre mère s'appelait Delphine Marchand. » Alain ferma brièvement les yeux, comme sous l'effet d'une douleur physique. « Vous n'êtes pas renvoyé, » dit-il finalement d'une voix étrangement rauque. « Mais à l'avenir, consultez-moi avant de modifier le menu prévu. » Sur ces mots, il quitta la cuisine, laissant Chloé abasourdie par ce revirement incompréhensible. Cette nuit-là, Alain Delattre ne trouva pas le sommeil. Allongé dans son lit king size, il fixait le plafond, assailli par des images qu'il avait passé des décennies à refouler, un champ de lavande sous le soleil de Provence,
le rire cristallin d'une jeune femme aux yeux verts, et ce cassoulet partagé dans une petite cuisine rustique où il avait goûté, pour la première et unique fois de sa vie, au bonheur simple et vrai, le goût du cassoulet de Chloé, identique à celui que Delphine lui avait fait découvrir lors de cet été magique, avait brisé le barrage qu'il avait soigneusement construit autour de ses souvenirs. Et maintenant, le passé déferlait en lui comme une marée impossible à contenir. L'aube trouva Alain déjà debout, les traits tirés après une nuit sans sommeil, immobile devant la large baie vitrée de son bureau. Il contemplait le jardin, où la rosée matinale faisait scintiller les rosiers que Marcel entretenait avec dévotion. Dans sa main tremblante, il tenait un verre de whisky entamé, son 3e depuis le lever du jour. Des souvenirs qu'il croyait enterrés à jamais l'avaient assailli toute la nuit, l'été de ses 22 ans, quand il avait fui l'emprise étouffante de son père pour un stage pratique dans le sud. Ce séjour, qui devait durer 2 semaines, s'était étiré sur 3 mois magiques, 3 mois durant lesquels il avait découvert, auprès de Delphine, une vie simple mais authentique, si éloignée du monde calculateur et froid dans lequel il avait grandi. Un coup discret à la porte le tira de sa rêverie. « Entrez !» ordonna-t-il en reposant précipitamment son verre. Madame Girard apparut, le visage grave. « Vous n'avez pas dormi », constata-t-elle simplement. Ce n'était pas une question. Après plus de 50 ans au service de la famille Delattre, Colette lisait en Alain comme dans un livre ouvert. « Vous saviez, dit-il abruptement, pour le médaillon, pour elle. » La vieille gouvernante baissa les yeux. « Je l'ai reconnue dès son arrivée. Et vous ne m'avez rien dit ?» La colère perçait dans sa voix. « Qu'auriez-vous fait, monsieur? L'auriez-vous chassé sur le champ comme votre père vous a forcé à chasser sa mère ?» Alain se détourna, incapable de soutenir le regard accusateur de Colette. « Ce cassoulet, murmura-t-il, c'était exactement le même goût. Comment est-ce possible après tant d'années? Les recettes se transmettent de mère en fille, répondit simplement Colette, tout comme les traits du visage, les expressions, et certaines maladies cardiaques. Un long silence s'installa entre eux, chargé de non-dits et de regrets. J'aimerais qu'elle me prépare à nouveau ce cassoulet, dit finalement Alain, ce soir, juste pour moi. Dans sa petite chambre sous les combles, Chloé terminait sa valise. Malgré les paroles d'Alain la veille, elle était convaincue que son séjour touchait à sa fin. Comment pourrait-il la garder après une telle humiliation publique? Un coup à sa porte la fit sursauter. Madame Girard entra sans attendre de réponse. « Que faites-vous » demanda-t-elle en voyant la valise. « Je prépare mon départ » répondit Chloé. La gorge serrée, « Je ne peux pas rester après ce qui s'est passé. » La gouvernante secoua la tête. « Monsieur Delattre souhaite que vous lui prépariez à nouveau votre cassoulet ce soir. Pour lui seul. » Chloé la dévisagea, incrédule. « Est-ce une plaisanterie? Monsieur Delattre ne plaisante jamais? » « Mademoiselle, surtout en ce qui concerne la nourriture. » Un léger sourire adoucit brièvement le visage sévère de Colette. « Et je crois que votre cassoulet a éveillé en lui des souvenirs. » L'après-midi s'écoula dans une atmosphère étrange. Chloé préparait méticuleusement son cassoulet, sélectionnant chaque ingrédient avec soin. Ses gestes étaient précis, presque rituels, comme si elle accomplissait une cérémonie sacrée. Marcel lui avait procuré des haricots blancs de la meilleure qualité. Josette avait déniché une bouteille de vin rouge de Cahors qu'elle avait empruntée à la cave personnelle d'Alain. Même le taciturne majordome avait contribué en lui offrant des herbes fraîches de son petit potager secret. Tout le personnel semblait s'être ligué pour faire de ce repas un succès, comme si l'avenir de la maison en dépendait. Vers 20h, Madame Girard vint annoncer que monsieur dînerait dans la petite salle à manger adjacente à la cuisine, et non dans la grande salle comme à son habitude. « Il souhaite que vous serviez vous-même », ajouta-t-elle. Surprenant Chloé, la petite salle à manger, rarement utilisée, offrait un cadre plus intime que le reste de la demeure. Une unique bougie éclairait la table en chêne massif où Alain attendait, vêtu d'une simple chemise blanche. Une tenue étonnamment décontractée pour lui. « Bonsoir », dit Chloé en déposant le plat fumant devant lui. Il hocha la tête en guise de réponse, son regard rivé sur le cassoulet dont l'arôme emplissait la pièce. Avec des gestes lents, presque cérémonieux, il se servit une portion généreuse. La première bouchée sembla le figer sur place. Il ferma les yeux, et Chloé fut stupéfaite de voir une larme solitaire couler le long de sa joue austère. « C'est exactement comme elle le faisait », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Chloé. « Qui ça, elle ?» osa demander la jeune femme. Alain rouvrit les yeux, semblant se rappeler soudain sa présence.
Personne, répondit-il brusquement, puis se radoucissant. Une personne que j'ai connue il y a longtemps. Un silence s'installa, seulement interrompu par le tintement discret des couverts. Chloé s'apprêtait à se retirer quand Alain reprit la parole. « Votre mère, Delphine, comment est-elle morte ?» La question prit Chloé au dépourvu. « Une cardiopathie congénitale, j'avais 5 ans. » Elle hésita avant d'ajouter. « Ma grand-mère souffre de la même maladie, et moi aussi, probablement, bien qu'aucun symptôme ne se soit encore manifesté. » Alain pâlit visiblement. « Je suis désolé, » dit-il avec une sincérité qui surprit Chloé. « Pour votre mère, et pour hier soir, mon comportement était inexcusable. » Ce soudain changement d'attitude déconcertait Chloé. Où était passé l'homme froid et autoritaire de la veille? « Merci pour ce repas, » conclut-il en se levant. « C'était important pour moi ?» Sur ces mots énigmatiques, il quitta la pièce, laissant Chloé perplexe, dans la cuisine déserte. Madame Girard attendait le retour de Chloé, le visage tendu par l'anxiété et la fatigue. « Comment s'est passé le dîner ?» demanda-t-elle dès que la jeune femme franchit la porte. « Étrangement bien, » répondit Chloé. « Il a aimé le cassoulet, mais il semblait si mélancolique, et il m'a posé des questions sur ma mère. » La gouvernante soupira profondément. « Votre mère et monsieur Delattre se sont connus, il y a longtemps. » Le cœur de Chloé manqua un battement. « Comment ça, connus ? Ce n'est pas à moi de vous raconter cette histoire, » répondit Colette en se détournant. « Mais sachez que votre médaillon n'est pas arrivé dans cette maison par hasard. » Avant que Chloé puisse l'interroger davantage, une quinte de toux violente secoua la vieille femme. Elle s'agrippa au bord de la table, le visage crispé par la douleur. « Madame Girard !» s'écria Chloé en se précipitant pour la soutenir. « Vous êtes malade !»« Ce n'est rien !» haleta Colette en sortant discrètement un mouchoir taché de sang. « Juste un rhume persistant. » Mais son teint cireux et ses yeux creusés trahissaient une vérité bien plus grave. Chloé l'aida à s'asseoir, alarmée par sa respiration sifflante. « Depuis combien de temps êtes-vous dans cet état ? » « Ça n'a pas d'importance, » répondit Colette, en rangeant précipitamment son mouchoir. « J'ai encore des choses à accomplir avant de me reposer. » Cette phrase énigmatique resta suspendue entre elles, lourde de sens. Cette nuit-là, tandis que la demeure s'endormait, Madame Girard s'installa à son petit bureau. Sa main tremblante saisit un stylo et commença à rédiger un email depuis une adresse anonyme, créée pour l'occasion. « À Hugo Delattre », écrivit-elle. « Votre famille cache plus de secrets que vous ne l'imaginez. » Elle joignit à son message une vieille photographie qu'elle avait précieusement conservée pendant près de 30 ans. Alain, jeune et souriant, enlaçant une ravissante jeune femme aux yeux verts dans un champ de lavande. Autour du cou de la jeune femme brillait un médaillon identique à celui que portait Chloé. Au moment d'appuyer sur « Envoyer », une nouvelle quinte de toux la secoua. Des taches écarlates maculèrent le clavier de l'ordinateur. La vieille gouvernante les essuya méticuleusement, puis ferma les yeux un instant. Le cancer qui rongeait ses poumons ne lui laissait plus beaucoup de temps. Quelques semaines, peut-être moins. Mais elle avait fait une promesse, il y a bien longtemps, à une jeune femme désespérée qui lui avait confié une lettre et une photo avant de disparaître. Veiller sur sa fille, de loin, aussi longtemps que possible. Et Colette Girard tenait toujours ses promesses. Le doigt tremblant, elle appuya sur « Envoyer », mettant en marche des événements qui allaient bouleverser à jamais la vie des Delattre, à des milliers de kilomètres de Lyon, dans un appartement luxueux de Cambridge. Hugo Delattre fixait son écran d'ordinateur avec une expression indéchiffrable. L'email anonyme reçu la veille avait brisé sa concentration pendant son cours de finance internationale à Harvard. « Ta famille cache plus de secrets que tu n'imagines. » La photographie jointe montrait son père, méconnaissable avec ce sourire que Hugo ne lui avait jamais vu, enlaçant une jeune femme dans un champ de lavande. Ce n'était pas sa mère, Sabine, qu'il avait à peine connue. « Qui t'a envoyé ça ?» demanda Véronica en enroulant ses bras autour de ses épaules. Sa fiancée, fille d'un sénateur mexicain influent mais criblé de dettes, scrutait l'écran avec curiosité. Leur relation, née lors d'une soirée d'étudiants fortunés, s'était rapidement concrétisée par des fiançailles que le père de Véronica avait accueillies avec un soulagement non dissimulé. « Aucune idée », répondit Hugo en fermant brusquement son ordinateur portable. « Tu pensais y aller ?» insista-t-elle. « Où ça ? En France ? Voir ton père. » Véronica s'assit face à lui,
les yeux brillants d'une lueur calculatrice. On pourrait avancer notre voyage prévu pour Noël. Hugo hésita. Ses relations avec son père s'étaient détériorées au fil des ans, surtout après la mort de sa mère. Leurs rares échanges se limitaient désormais à des conversations téléphoniques glaciales concernant ses études ou son futur dans l'entreprise familiale, un avenir qu'il rejetait obstinément. Mais cette photo, qui était cette femme? Et pourquoi quelqu'un tenait-il à la lui montrer maintenant? D'accord, décida-t-il finalement. Réserve-nous des billets pour Lyon, demain. Dans la cuisine du manoir de Lattre, Chloé préparait un risotto aux asperges tout en fredonnant doucement. Les jours suivant l'incident du cassoulet avaient apporté un changement subtil dans son quotidien. Sans qu'aucune explication ne soit donnée, Alain avait commencé à prendre tous ses repas dans la petite salle adjacente à la cuisine, parfois échangeant quelques mots polis avec elle. La veille, il lui avait même demandé des nouvelles de sa grand-mère, dont l'état s'améliorait progressivement grâce aux soins prodigués dans la clinique qu'il finançait. « Il y a du changement dans l'air », commenta Josette en l'aidant à éplucher les légumes. « Je n'ai jamais vu monsieur aussi humain ?» Chloé sourit sans répondre. Elle-même ne comprenait pas ce revirement, ni les regards étranges qu'Alain lui lançait parfois, mélange de fascination et de mélancolie. Le téléphone de la cuisine sonna, interrompant ses réflexions. « Résidence de Lattre », répondit-elle. « Mademoiselle Marchand ?» La voix de Madame Girard semblait essoufflée. « Pourriez-vous préparer la chambre bleue et la chambre d'acajou? Monsieur Hugo arrive ce soir avec sa fiancée. » Monsieur Hugo, le fils. Lui-même, son appel a pris Monsieur de Lattre complètement au dépourvu. 1 heure plus tard, la maison bourdonnait d'activité. Marcel coupait des fleurs fraîches pour les vases. Josette aérait les chambres inutilisées depuis des années, et même le majordome semblait électrisé par cette visite impromptue. Chloé, curieuse de connaître ce fils dont elle avait tant entendu parler, mit un soin particulier à préparer le dîner. Elle opta pour des plats qui pourraient plaire à un jeune homme ayant vécu aux États-Unis, tout en reflétant la cuisine française traditionnelle. Velouté de champignons, magret de canard aux cerises et mousse au chocolat aux éclats de noisettes caramélisées. À 20 heures précises, le crissement des pneus d'un taxi sur le gravier annonça l'arrivée des visiteurs. De la fenêtre de la cuisine, Chloé aperçut un jeune homme élancé qui ressemblait étonnamment à une version plus jeune et moins austère d'Alain. À ses côtés se tenait une femme d'une beauté saisissante. Vêtue avec une élégance tapageuse qui contrastait avec la sobriété du lieu, la première rencontre entre le père et le fils fut brève et tendue. De la cuisine, Chloé pouvait entendre leurs voix mesurées. Maintenant une politesse de façade qui dissimulait mal un profond malaise. « Ton voyage s'est bien passé ?» demandait Alain d'un ton forcé. « Très bien, merci », répondait Hugo avec la même froideur. « Père, je te présente Véronica Alvarez, ma fiancée. » Même à travers la porte fermée, Chloé put sentir la surprise et peut-être la désapprobation dans le silence qui suivit. « Enchantée, mademoiselle Alvarez. Bienvenue à Lyon. » Le dîner fut servi dans la grande salle à manger, et Chloé fut étonnée quand Madame Girard lui demanda de l'aider au service. Habituellement, seuls les domestiques en livrée étaient autorisés à pénétrer dans cette pièce lors des repas. Lorsqu'elle entra, portant le plateau de velouté, le regard de Hugo se posa immédiatement sur elle avec une curiosité non dissimulée. « Je ne savais pas que tu avais engagé une nouvelle cuisinière, » dit-il à son père tout en suivant Chloé des yeux. « Mademoiselle Marchand nous a rejoints récemment, » répondit Alain avec une nonchalance étudiée. « Elle nous vient de Provence. » Véronica observa l'échange avec des yeux rétrécis, notant l'intérêt de son fiancé et le regard presque protecteur qu'Alain portait sur la jeune cuisinière. « Ces plats sont délicieux, » commenta Hugo après avoir goûté le magret, bien différent de la cuisine habituelle ici. Mademoiselle Marchand a apporté un souffle nouveau à cette maison, admit Alain en évitant soigneusement le regard de Chloé, la jeune femme, mal à l'aise d'être ainsi au centre de l'attention. Se retira discrètement dès que le service fut terminé. De retour en cuisine, elle trouva Madame Girard assise, le teint cendreux, luttant pour reprendre son souffle. « Vous devriez voir un médecin ?» s'inquiéta Chloé. « Cette toux empire. » La gouvernante secoua la tête. « Pas maintenant, pas avec le retour de Monsieur Hugo. » Elle hésita avant d'ajouter. « Savez-vous pourquoi il est revenu si subitement ? » « Non, on dirait que cela a surpris tout le monde, même son père. » Colette hocha la tête, un étrange sourire aux lèvres. « Les choses se mettent en place, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Chloé,
tard dans la soirée, alors que la maison s'endormait, Chloé entendit des bruits de pas dans le couloir, menant à la cuisine. Croyant qu'il s'agissait de Madame Girard venant prendre ses médicaments, elle fut surprise de se retrouver face à Hugo Delattre. « Désolé de vous déranger », dit-il avec un sourire charmeur. « Je cherchais quelque chose à boire. »« Bien sûr », répondit Chloé en lui désignant le réfrigérateur. « Servez-vous. » Hugo se servit un verre d'eau, mais au lieu de repartir, il s'installa sur un tabouret du comptoir. « Alors, mademoiselle Marchand, racontez-moi comment vous avez réussi ce miracle. » « Quel miracle ! Faire sourire mon père. » Son ton était léger, mais son regard était perçant. Je n'ai pas vu cet homme esquisser un sourire sincère depuis la mort de ma mère. Et pourtant, ce soir, quand vous êtes entré dans la pièce, Chloé sentit ses joues s'empourprer. « Je crois que vous vous méprenez, monsieur Delattre. Votre père est simplement satisfait de ma cuisine. » Hugo l'étudia un moment, avant de hocher la tête. « Dans ce cas, votre cuisine doit être vraiment exceptionnelle. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, son regard s'arrêta sur le médaillon que Chloé portait autour du cou. « Joli bijou, » commenta-t-il. « Ces gravures sont celtes, non ?»« Oui, » répondit-elle en touchant machinalement le pendentif. C'était à ma mère. Une expression indéchiffrable traversa le visage de Hugo, sans un mot de plus. Il quitta la cuisine, laissant Chloé perplexe. Ce qu'elle ignorait, c'est que dans l'obscurité du couloir, Véronica avait observé toute la scène, ses yeux noirs brillant d'une jalousie naissante. Le lendemain matin, alors qu'Alain s'enfermait dans son bureau pour un appel important, Véronica prit Hugo à part dans le jardin. « J'ai fait quelques recherches sur ton père hier soir, » dit-elle en lui montrant son téléphone. « Tu as espionné mon père, » s'indigna Hugo. « Pas lui, elle. » Véronica pointa une photo de Chloé prise discrètement. « La cuisinière, elle n'est pas ce qu'elle prétend être. Qu'est-ce que tu racontes ? Ton père paie les frais médicaux de sa grand-mère dans une clinique privée. Pourquoi ferait-il ça pour une simple employée qu'il connaît à peine ? » Hugo fronça les sourcils. « Comment sais-tu ça ? J'ai mes sources, » répondit évasivement Véronica. « Et regarde son médaillon, puis regarde ça. » Elle lui montra la photo que l'email anonyme lui avait envoyée. Son père et la jeune femme inconnue. Au cou de cette dernière brillait un médaillon identique à celui que portait Chloé. « Ce n'est pas une coïncidence, » insista Véronica. « Cette fille a un lien avec ton père, un lien qu'il vous cache à tous. » Hugo fixa longuement la photo, puis le manoir qui se dressait devant eux. Que se passait-il vraiment dans cette maison ? Et pourquoi son père, habituellement si froid et distant, semblait-il si troublé par la présence d'une simple cuisinière ? Dans son bureau, ignorant les complots qui se tissaient, Alain contemplait lui aussi une vieille photo de Delphine, identique à celle que Hugo avait reçue. À la différence que sur le dos de celle-ci, une phrase était inscrite à l'encre bleue délavée par le temps. « Pour que tu n'oublies jamais notre été, D. » 3 jours après l'arrivée inattendue de Hugo et Véronica, le manoir Delattre vivait au rythme d'une étrange chorégraphie où chacun semblait éviter soigneusement les autres. Alain s'enfermait dans son bureau dès l'aube. Prétextant un projet urgent, Hugo passait ses journées à explorer la ville, accompagné de Véronica, qui ne cessait de photographier discrètement chaque recoin du manoir et d'interroger le personnel. Ce matin-là, Chloé reçut un appel de la clinique qui la fit bondir de joie. « Madame Girard !» s'écria-t-elle en se précipitant dans le petit bureau de la gouvernante. « Ma grand-mère peut sortir de l'hôpital aujourd'hui. Les médecins disent qu'elle se porte assez bien pour continuer sa convalescence en dehors de la clinique. » Colette leva les yeux des comptes qu'elle vérifiait, son visage émacié s'illuminant brièvement. « C'est une excellente nouvelle, mon enfant. » « Où va-t-elle loger ?» Le sourire de Chloé s'effaça. « Je n'y avais pas pensé. Notre ferme en Provence est trop loin, et je ne peux pas l'abandonner à l'hôtel. Il y a la petite chambre adjacente à la vôtre, » suggéra Colette après un moment de réflexion. « Elle est utilisée comme débarras, mais on pourrait la nettoyer rapidement. Vous croyez que monsieur Delattre accepterait ?» La gouvernante toussa légèrement, cachant sa bouche avec un mouchoir déjà taché de rouge. « Laissez-moi lui en parler. » Contrairement à toutes les attentes, Alain ne se contenta pas d'accepter l'hébergement de Marguerite Noël. Il insista pour qu'elle soit installée dans une suite au rez-de-chaussée, plus accessible et confortable que les chambres sous les combles. « La grand-mère de mademoiselle Marchand est notre invitée, pas une domestique, » déclara-t-il fermement à madame Girard. Il ordonna même à son chauffeur personnel d'aller chercher la vieille dame à la clinique,
tandis que Chloé préparait la chambre avec une nervosité palpable. Pourquoi cette soudaine générosité ? Se demandait-elle en disposant des fleurs fraîches sur la commode. À 15 heures précises, une Citroën noire aux vitres teintées s'engagea dans l'allée du manoir. Marcel se précipita pour ouvrir la portière, offrant son bras à une petite dame aux cheveux blancs coiffée en chignon serré, malgré sa fragilité évidente. Marguerite Noël se tenait remarquablement droite, scrutant la façade imposante du manoir avec un mélange de méfiance et de reconnaissance. Chloé se précipita à sa rencontre, l'enlaçant avec précaution. « Mamie, tu m'as tellement manqué, ma petite », murmura Marguerite en lui caressant la joue. « Regarde-toi, tu as l'air épuisée. Ne t'inquiète pas pour moi. Comment te sens-tu ? Mieux, grâce à toi. » Ses yeux, d'un vert identique à ceux de sa petite fille, se posèrent sur la façade du manoir. « Alors c'est ici que tu travailles. » Quelque chose dans son ton fit lever les yeux à Chloé. « Tu connais cet endroit. » Un voile sembla passer sur le visage de la vieille dame. « Ta mère m'en a parlé, il y a longtemps. » Avant que Chloé puisse l'interroger davantage, la porte principale s'ouvrit, révélant Alain Delattre dans toute sa rigide élégance. En voyant Marguerite, il s'immobilisa, comme frappé par la foudre. La vieille dame, quant à elle, soutint son regard sans ciller. « Monsieur Delattre, » dit-elle avec une politesse glaciale, « nous nous rencontrons enfin. Madame Noël ?» répondit-il d'une voix étrangement rauque. « Bienvenue chez moi. » Chloé observait cet échange avec perplexité. Ces deux-là se connaissaient-ils ? Le moment fut brisé par l'arrivée de Hugo et Véronica. Revenant de leur promenade en ville, « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Hugo en observant la scène. « Hugo, mademoiselle Alvarez, permettez-moi de vous présenter madame Marguerite Noël, la grand-mère de notre cuisinière, » annonça Alain d'une voix qu'il s'efforçait de maintenir stable. « Elle séjournera quelque temps avec nous pendant sa convalescence. » Hugo s'avança avec un sourire chaleureux. « Enchantée, madame Noël. » Marguerite l'observa, avec une curiosité non dissimulée, ses yeux passant de Hugo à Alain et vice-versa, notant la ressemblance frappante. « Vous avez les yeux de votre père ?» dit-elle simplement, « et vous avez manifestement transmis les vôtres à votre petite fille », répliqua Hugo avec un charme naturel qui fit froncer les sourcils à Véronica. La jeune Mexicaine s'approcha, offrant une poignée de main rapide et froide. « Bienvenue », dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Entrons », proposa Alain. « Il fait trop frais pour rester dehors. » Le dîner ce soir-là fut servi dans la grande salle à manger, pour la première fois depuis son arrivée. Chloé fut invitée à se joindre à la tablée, aux côtés de sa grand-mère. Cette entorse au protocole suscita des murmures parmi le personnel, mais personne n'osa contester la décision d'Alain. La conversation démarra sur des banalités, le temps clément pour la saison, les progrès des travaux dans le centre-ville de Lyon, les études de Hugo à Harvard, puis, progressivement, une tension s'installa, comme si chacun attendait qu'un autre aborde le véritable sujet qui planait dans l'air. Ce fut Marguerite qui rompit finalement ce ballet de non-dits. « Votre maison me rappelle celle décrite par ma fille Delphine », dit-elle calmement, en regardant droit dans les yeux d'Alain. Elle parlait souvent d'un manoir avec des rosiers anglais et des colonnes doriques. Le nom de Delphine tomba comme une pierre dans une mare tranquille, créant des ondulations de malaise autour de la table. Alain pâlit visiblement, tandis que Hugo redressait la tête, soudain plus attentif. « Vous avez les yeux d'elle », dit Alain dans un murmure presque inaudible. « Et elle avait votre courage jusqu'à la fin », répondit Marguerite avec une dignité tranquille. Chloé, perdue dans cet échange cryptique, intervint. « Vous connaissiez ma mère, monsieur Delattre ?» Un silence pesant s'abattit sur la tablée. Alain semblait incapable de répondre, fixant son assiette comme si elle contenait les secrets de l'univers. « Ton père et Delphine se sont connus il y a bien longtemps », révéla finalement Marguerite, ignorant le regard suppliant d'Alain. « Un été en Provence. » Hugo reposa brusquement son verre. « Père, tu ne m'as jamais parlé de ça. C'était avant ta naissance, » répondit Alain d'une voix tendue. « Une vieille histoire sans importance. » Sans importance. Le ton de Marguerite s'était durci. Ma fille ne l'aurait pas qualifié ainsi. Véronica, qui avait suivi l'échange avec une fascination calculatrice, se pencha en avant. « Quelle coïncidence que vous vous retrouviez tous ici, après tant d'années. »« Il n'y a pas de coïncidence dans cette histoire, » murmura Marguerite. « Seulement des secrets trop longtemps gardés. » La tension était devenue presque palpable. Chloé,
sentant le malaise de sa grand-mère, décida d'intervenir. « Mamie est fatiguée après sa sortie de l'hôpital. Nous devrions peut-être remettre cette conversation à plus tard. » Alain saisit cette perche avec un soulagement évident. Bien sûr, Madame Noël doit se reposer. Alors que Chloé aidait sa grand-mère à regagner sa chambre, l'aïeul lui glissa à l'oreille. « Ce manoir renferme plus de souvenirs de ta mère que tu ne le crois, ma chérie. » Plus tard cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, Chloé se rendit dans la cuisine pour préparer une tisane. Elle y trouva Madame Girard, assise dans la pénombre, contemplant une vieille photographie. « Vous ne dormez pas ?» s'étonna Chloé. La gouvernante sursauta, rangeant précipitamment la photo dans sa poche. « Le sommeil me fuit ces temps-ci. » Chloé s'assit face à elle. « Madame Girard, que se passe-t-il dans cette maison ? Ma grand-mère et Monsieur Delattre se connaissent. Ma mère est liée à cet endroit. J'ai l'impression que tout le monde détient des pièces d'un puzzle dont j'ignore tout. » La vieille femme toussa douloureusement avant de répondre. « Ce n'est pas à moi de révéler certaines vérités, mon enfant. Mais sois patiente. Les secrets ne restent jamais enfouis éternellement. » Pendant ce temps, dans la bibliothèque plongée dans l'obscurité, Véronica fouillait méticuleusement les tiroirs du bureau d'Alain Delattre. Ses doigts agiles tombèrent finalement sur une liasse de documents jaunis par le temps, des actes de propriété, des correspondances officielles, et un contrat de vente portant le nom « Domaine marchand » et daté d'il y a 30 ans. Un sourire calculateur étira ses lèvres parfaites. Voilà qui pourrait faire éclater tous les secrets de cette famille, et éloigner définitivement Hugo de cette cuisinière qui semblait l'intriguer de plus en plus. Dans sa chambre, Marguerite Noël fixait le plafond, la main posée sur son cœur fragile. Elle avait attendu ce moment depuis 28 ans, confronter l'homme qui avait aimé sa fille avant de l'abandonner, mais en voyant le visage de Chloé s'illuminer en parlant d'Alain et les regards furtifs que ce dernier lançait à la jeune femme, elle se demandait si la vengeance qu'elle avait nourrie pendant toutes ces années était vraiment ce dont sa petite fille avait besoin. La Fondation Delattre organisait chaque année un gala de charité qui réunissait le gratin lyonnais. Cette année, l'événement tombait exactement une semaine après l'arrivée de Marguerite Noël au manoir. « Je ne comprends pas pourquoi je dois y assister », grommelait Hugo en ajustant son nœud papillon devant le miroir du hall d'entrée. « Je déteste ces soirées où tout le monde ne parle que d'argent et de politique. C'est important pour notre image familiale, » répondit Alain en descendant l'escalier, impeccable dans son smoking noir. « Et cette année, nos donations iront à la recherche sur les maladies cardiaques congénitales. » Hugo leva un sourcil. Surpris par ce choix inhabituel, habituellement, la Fondation soutenait des causes liées à l'immobilier ou à l'urbanisme. « Une coïncidence, j'imagine ?» demanda-t-il avec une ironie à peine voilée. Alain ne répondit pas, son attention captée par l'arrivée de Chloé et de sa grand-mère, à la stupéfaction générale. Il avait insisté pour qu'elles participent au gala, non comme personnel, mais comme invitée. Chloé portait une simple robe bleu nuit empruntée à Josette et retouchée à la hâte. Ses cheveux, habituellement attachés pour cuisiner, tombaient en boucles souples sur ses épaules. Quant à Marguerite, elle arborait une élégante robe grise qui mettait en valeur sa silhouette mince et sa posture altière malgré son âge. « Vous êtes magnifiques toutes les deux », commenta sincèrement Hugo. Véronique, qui descendait à son tour, lança un regard glacial à Chloé, sa propre tenue, une robe rouge échancrée signée par un créateur célèbre, semblait soudain tapageuse face à l'élégance naturelle de la jeune cuisinière. « Je n'ai jamais entendu dire que le personnel était invité au gala de charité », remarqua-t-elle d'un ton doucereux. « Ce soir, Mademoiselle Marchand et Madame Noël sont mes invités personnels », trancha Alain d'un ton qui n'admettait aucune réplique. L'hôtel particulier qui accueillait le gala brillait de 1000 feux. Les invités, triés sur le volet, constituaient un mélange savant de vieilles fortunes lyonnaises et de nouveaux entrepreneurs ambitieux. Dès leur arrivée, Alain fut happé par un groupe d'hommes d'affaires, tandis que Hugo s'éclipsait discrètement vers le bar. Chloé et sa grand-mère se retrouvèrent seules au milieu de cette foule qui les scrutait avec curiosité. « Ces gens nous regardent comme des bêtes curieuses », murmura Chloé, mal à l'aise. Marguerite pressa doucement sa main. « Garde la tête haute, ma fille. Tu as autant ta place ici que n'importe lequel d'entre eux. » Un serveur leur proposa des coupes de champagne, et Chloé allait en prendre une quand Véronica surgit à leur côté. « Alors, comment trouvez-vous votre première soirée mondaine ?» demanda-t-elle avec un sourire faussement cordial. « Très différente de nos bals de village, » répondit poliment Marguerite. « J'imagine, c'est un monde à part, n'est-ce pas,
Tout ce luxe, tous ces privilèges. Véronica fit un geste englobant la salle. Alain Delattre est si généreux de vous permettre d'y goûter, même brièvement. Quelque chose dans son ton fit froncer les sourcils à Chloé. Avant qu'elle puisse répondre, Hugo les rejoignit, sauvant la situation. « Ma chère grand-mère m'a appris que la véritable élégance se trouve dans le cœur, pas dans les apparences, » répliqua Chloé avec un calme qui surprit même Marguerite. Hugo sourit, visiblement impressionné par sa répartie. « Sage grand-mère, je peux vous emprunter mademoiselle Marchand pour une danse. » Sans attendre de réponse, il entraîna Chloé vers la piste de danse, laissant une Véronica bouillonnante de rage. « Vous n'étiez pas obligée de faire ça, » dit Chloé alors qu'ils évoluaient sur un slow. « Au contraire, j'avais très envie de danser avec vous. » Son regard s'attarda sur le médaillon qui brillait autour de son cou. « Et de vous parler de votre mère ?» Chloé manqua un pas. « Ma mère, pourquoi ? Parce qu'elle et mon père partageaient une histoire que personne ne veut me raconter, parce que vous portez le même médaillon que la femme sur cette photo que quelqu'un m'a mystérieusement envoyée, et parce que j'ai l'étrange sentiment que votre présence ici n'est pas due au hasard. » La musique s'arrêta, mais ils restèrent immobiles au milieu de la piste. « Je ne comprends pas, » murmura Chloé, troublée. Hugo sortit son téléphone et lui montra la photo qu'il avait reçue. Alain, jeune, souriant, enlaçant une femme aux yeux verts identiques à ceux de Chloé. « C'est ma mère », souffla-t-elle en reconnaissant Delphine. « Oui, avec mon père il y a environ 30 ans, et regardez ce qu'elle porte au cou. » Le même médaillon celte, Chloé porta instinctivement la main à son propre pendentif, comme si ce simple geste pouvait l'aider à comprendre. « Je n'ai jamais su que ma mère connaissait votre père, » dit-elle, la gorge nouée. « Ma grand-mère m'a toujours dit que mon père était un homme de la ville qui avait le cœur bon, mais qui s'était perdu en chemin. » Le regard de Hugo s'assombrit. Étrange description. Leurs réflexions furent interrompues par le tintement d'un verre. Alain Delattre, debout sur l'estrade, s'apprêtait à prononcer son discours annuel. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il, « cette année, la Fondation Delattre a décidé de soutenir la recherche sur les cardiopathies congénitales, une cause qui me tient particulièrement à cœur. » Mais il ne put terminer sa phrase. Un grésillement retentit dans les haut-parleurs, et la voix de Véronica s'éleva. Amplifiée par le micro qu'elle venait de saisir, « Pardonnez cette interruption, » dit-elle avec un sourire glacial. « Mais avant de parler de charité, peut-être devrions-nous parler d'honnêteté ?» Un murmure confus parcourut l'assemblée. Alain, pétrifié, fixait sa future belle-fille avec incompréhension. « Mademoiselle Alvarez, ce n'est ni le lieu ni le moment, » tenta-t-il de la tempérer. « Au contraire, quel meilleur endroit pour parler de justice que lors d'un gala de charité. » Elle se tourna vers les invités. « Saviez-vous que la fortune des Delattre a été bâtie en partie sur le vol de terres agricoles en Provence? Des terres appartenant à la famille d'une certaine Delphine Marchand. » Un halètement collectif parcourut la salle. Chloé, figée sur place, sentit le sol se dérober sous ses pieds. « J'ai ici, » poursuivit Véronica en brandissant des documents, « la preuve que Paul Delattre, père d'Alain, a illégalement forcé la vente des terres de la famille Marchand il y a 30 ans, exactement quand son fils entretenait une relation avec la fille du propriétaire. Alain avait blêmi. Hugo, quant à lui, fixait son père avec un mélange de stupeur et de dégoût. Et savez-vous qui est notre charmante cuisinière, que Monsieur Delattre traite si généreusement ces derniers temps? » Véronica pointa un doigt accusateur vers Chloé. « La fille de cette même Delphine Marchand, quel touchant effort pour apaiser sa conscience, n'est-ce pas ?» La salle entière se tourna vers Chloé, qui se tenait immobile, le visage dévasté. Marguerite s'était précipitée à ses côtés, la soutenant d'une main tremblante. « Ton nouveau protecteur. » « Mademoiselle Marchand, » conclut cruellement Véronica, « est le fils de l'homme qui a volé les terres de ta famille et condamné les tiens à la misère. » Le silence qui suivit était assourdissant. Chloé, le souffle coupé par cette révélation, chercha du regard celui d'Alain. Leurs yeux se croisèrent à travers la foule, les siens emplis de questions et de douleurs. Ceux d'Alain reflétant une honte et un désespoir sans fond. « Est-ce vrai ?» articula-t-elle finalement, sa voix à peine audible, avant qu'Alain puisse répondre. Chloé porta soudain la main à sa poitrine. Une douleur fulgurante irradiait dans son thorax, coupant sa respiration.
Ses jambes cédèrent sous elle, tandis qu'une sensation de compression écrasait sa cage thoracique. « Chloé !» hurla Marguerite en la rattrapant de justesse. Hugo se précipita vers elle, soutenant la jeune femme qui s'effondrait. « Elle fait un malaise cardiaque », diagnostiqua immédiatement Marguerite, reconnaissant les symptômes qui avaient emporté sa fille. « Appelez une ambulance !» Alain, paralysé sur l'estrade, regardait avec horreur Chloé perdre conscience dans les bras de son fils. L'histoire se répétait sous ses yeux, comme un cauchemar dont il ne pourrait jamais s'éveiller. Dans le chaos qui suivit, personne ne remarqua Madame Girard, venue discrètement assister au gala, s'effondrer à son tour dans un coin de la salle, terrassée par une violente quinte de toux qui laissa ses lèvres maculées de sang, le couloir des urgences de l'hôpital cardiologique de Lyon, baigné dans une lumière blafarde. Assis sur une chaise en plastique, Alain fixait le sol, les mains jointes comme en prière. À quelques mètres, Marguerite attendait, le dos droit malgré la fatigue, refusant tout contact avec l'homme qu'elle tenait pour responsable du malheur de sa famille. Hugo faisait les 100 pas, alternant entre des regards accusateurs vers son père et des coups d'œil inquiets vers la porte par laquelle les médecins devaient revenir. Quant à Véronica, elle avait été priée de retourner au manoir par un Hugo furieux après son intervention désastreuse. Famille de Mademoiselle Marchand, un médecin d'une 50aine d'années émergea des portes battantes. Marguerite et Alain se levèrent simultanément. « Je suis sa grand-mère », dit Marguerite d'une voix ferme. « Et moi ?» Alain s'interrompit, incapable de définir sa relation avec Chloé. Le médecin les conduisit dans un petit bureau. Son expression grave fit frissonner Marguerite, qui connaissait trop bien ce regard professionnel masquant une terrible nouvelle. Mademoiselle Marchand souffre d'une cardiopathie congénitale sévère, identique à celle qui a emporté sa mère, annonça-t-il sans préambule. Une valve de son cœur est gravement mal formée. Le stress intense qu'elle a subi a provoqué une décompensation cardiaque aiguë. Marguerite ferma brièvement les yeux, comme frappée physiquement par cette confirmation de ses pires craintes. « Nous avons réussi à la stabiliser pour l'instant », poursuivit le médecin, « mais elle a besoin d'une intervention chirurgicale urgente pour remplacer cette valve défectueuse. Faites tout ce qui est nécessaire », intervint Alain. « Je couvrirai tous les frais », le médecin secoua la tête. « L'argent n'est pas le problème. » Monsieur Delattre, le véritable défi est de trouver une valve compatible avec son organisme. Étant donné la rareté de sa condition et son groupe sanguin peu commun, nous n'avons pas de valve artificielle adaptée immédiatement disponible. « Combien de temps avons-nous » demanda Marguerite. « Quelques jours. Tout au plus. Nous la maintenons sous assistance médicale. Mais son cœur s'affaiblit rapidement. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Puis Alain releva la tête, une détermination nouvelle dans le regard. Et pour un donneur compatible, un membre de la famille. Le médecin le considéra avec surprise. Effectivement, un parent direct pourrait être compatible, mais le prélèvement d'une partie de valve cardiaque sur un donneur vivant est une procédure risquée et rarement pratiquée. « Testez-moi », ordonna Alain, immédiatement. Marguerite l'observa avec stupéfaction. « Pourquoi seriez-vous compatible ?» Cette simple question figea la pièce dans un silence assourdissant. Le médecin, sentant la tension, s'éclaircit la gorge. « Je vais vous laisser un moment. J'enverrai une infirmière pour les prélèvements si vous décidez de poursuivre cette option. » Dès qu'il eut quitté la pièce, Marguerite se tourna vers Alain, ses yeux verts brillant d'une colère contenue. « Qu'est-ce que vous ne me dites pas, monsieur Delattre ?» Alain soutint son regard, puis baissa les yeux. « Vous le savez déjà, n'est-ce pas? Vous l'avez toujours su. Je veux vous l'entendre dire. » insista-t-elle, implacable. Hugo, qui avait assisté silencieusement à l'échange, intervint. « Dire quoi ? Exactement. Que se passe-t-il ici ?» À cet instant, la porte s'ouvrit sur Madame Girard, pâle et essoufflée, soutenue par une infirmière. « Madame, vous devriez être en observation », protesta cette dernière. « Plus tard », répliqua faiblement Colette. « Je dois d'abord accomplir mon devoir. » Ses yeux fiévreux se posèrent sur le trio. « Il est temps que la vérité éclate, monsieur, » dit-elle à Alain, « pour le bien de Chloé. » Alain ferma brièvement les yeux, comme pour rassembler son courage, puis d'une voix à peine audible, « Chloé est ma fille. » Hugo vacilla, s'appuyant contre le mur. « Quoi ? Delphine était enceinte quand je suis partie, » poursuivit Alain. Les mots sortant maintenant comme un torrent trop longtemps contenu. « Je ne l'ai jamais su, mon père. »
Il a tout orchestré. Il m'a rappelé à Lyon sous un faux prétexte, puis il a menacé de me déshériter si je retournais auprès d'elle. J'étais jeune, lâche, j'ai obéi. Et pendant que vous héritez d'un empire, ma fille élevait seule votre enfant, intervint Marguerite, la voix tremblante de rage. Delphine est morte à 33 ans d'une crise cardiaque, exactement comme celle qui menace aujourd'hui Chloé, votre fille. Hugo dévisageait son père avec une horreur grandissante. Tu as abandonné une femme enceinte. Tu as laissé ton propre enfant grandir sans père. Je ne savais pas qu'elle était enceinte, se défendit faiblement Alain. Je l'ai découvert seulement quand j'ai vu le médaillon autour du cou de Chloé, celui que j'avais offert à Delphine. Il dit vrai, intervint Madame Girard, s'avançant péniblement. Paul Delattre a versé une somme considérable à Delphine pour qu'elle disparaisse de la vie de son fils, et il a acquis illégalement les terres des marchands pour s'assurer qu'il n'ait plus aucune attache dans la région. Elle sortit de sa poche une enveloppe jaunie. Delphine m'a envoyé cette lettre peu avant sa mort. Elle me demandait de veiller sur sa fille, de loin. J'ai respecté cette promesse pendant 23 ans. Puis, quand j'ai appris pour la maladie de Madame Noël, c'est vous qui avez orchestré l'arrivée de Chloé au manoir, comprit Alain. Colette hocha faiblement la tête. Le cancer ne me laisse plus beaucoup de temps. Je voulais mettre les choses en ordre avant de partir. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Hugo fut le premier à le rompre. « Véronique savait, » murmura-t-il. « C'est pour ça qu'elle a fait ses recherches. Elle a découvert que Chloé était... ta demi-sœur, » compléta Alain, affrontant enfin le regard de son fils. Le jeune homme secoua la tête, comme pour chasser cette révélation. Et pendant tout ce temps, tu la traitais comme une simple employée, tu l'as humiliée devant tes invités, ta propre fille. Je ne l'ai découvert que récemment, se défendit Alain. Quand j'ai reconnu le médaillon, et même là, je n'étais pas certain. Je voulais faire des tests, trouver le bon moment pour... Il n'y a jamais de bon moment pour ce genre de vérité, l'interrompit sèchement Marguerite. Et maintenant, votre fille pourrait mourir sans jamais avoir su qui vous étiez vraiment pour elle. L'infirmière qui avait accompagné Madame Girard s'éclaircit la gorge. Le docteur Mercier est prêt pour les tests de compatibilité si vous êtes toujours décidé, monsieur. Alain se leva, le visage empreint d'une détermination nouvelle. Je le suis. 3 heures plus tard, le docteur Mercier réunit à nouveau la famille dans son bureau. Son expression était indéchiffrable. « Les résultats confirment votre parenté avec Mademoiselle Marchand », annonça-t-il à Alain. « Vous êtes effectivement son père biologique. Même si tous le savaient déjà, cette confirmation médicale rendait la vérité incontournable. » Hugo détourna le regard, luttant contre un mélange de colère et de confusion. « Et pour la compatibilité ?» pressa Alain. « Vous êtes compatible ?» confirma le médecin. « Mais je dois vous avertir que le prélèvement comporte des risques significatifs pour vous. En théorie, nous pourrions utiliser une partie de votre propre valve pour reconstruire celle de votre fille. Mais, faites-le, l'interrompit Alain. Qu'importe les risques, c'est à elle de décider, intervint Marguerite. Si elle reprend conscience avant l'opération, c'est à Chloé de choisir si elle accepte votre sacrifice. Alain hocha la tête, reconnaissant la justesse de cette remarque. Il y a autre chose, ajouta le médecin. Étant donné la gravité de sa condition, nous avons effectué un dépistage génétique complet. Mademoiselle Marchand porte une mutation génétique rare qui affecte le développement cardiaque. Cette mutation est présente chez vous aussi, monsieur Delattre, bien qu'elle ne se soit jamais manifestée cliniquement chez vous. « Et moi ?» demanda Hugo. Parlant pour la première fois depuis longtemps. « J'ai aussi cette mutation. » Le médecin secoua la tête. « Vous avez déjà été testé lors de votre admission à Harvard. Pour leur programme sportif, vous n'êtes pas porteur. » Un soulagement passa furtivement sur le visage d'Alain, vite remplacé par la culpabilité. Sa fille biologique luttait contre une maladie mortelle qu'il lui avait transmise, tandis que son fils reconnu avait été épargné. « Puis-je la voir ?» demanda-t-il. « Elle est inconsciente, » répondit le médecin. « Mais une courte visite est possible. Préparez-vous néanmoins. Son état est grave. » Alors qu'il se dirigeait vers la chambre de soins intensifs, Hugo retint son père par le bras. « Pourquoi n'as-tu jamais cherché à savoir ce qu'elle était devenue, Delphine ? Je veux dire, même après la mort de maman, » le visage d'Alain se crispa de douleur. « Par lâcheté d'abord, puis par habitude, j'avais construit ma vie sur cette décision, sur ce renoncement. Chercher Delphine aurait signifié admettre que j'avais fait le mauvais choix. Et c'était le cas. » Alain regarda vers la chambre
où sa fille biologique luttait pour sa vie. « Oui, » murmura-t-il. « C'était le pire choix de ma vie. » Une semaine s'était écoulée depuis la double opération qui avait sauvé la vie de Chloé. Dans le couloir de l'hôpital, Hugo contemplait par la fenêtre le parc aux arbres encore dénudé par l'hiver finissant. Son monde s'était effondré en l'espace d'une soirée. Un père différent de celui qu'il croyait connaître, une demi-sœur surgie de nulle part, et une fiancée dont la cruauté calculatrice l'avait horrifié. « Comment va-t-elle » demanda-t-il à l'infirmière qui sortait de la chambre de Chloé. « Toujours endormie, mais ses constantes s'améliorent, » répondit-elle avec un sourire encourageant. « C'est normal après une intervention aussi lourde. Son corps a besoin de récupérer. » Hugo hocha la tête et retourna s'asseoir près de Marguerite, qui tricotait mécaniquement, son regard constamment dirigé vers la porte de la chambre. « Et mon père » s'enquit-il après un moment de silence. « Stable » répondit la vieille dame sans interrompre le cliquetis régulier de ses aiguilles. « Ils le gardent encore en observation, mais l'opération s'est bien passée. Un homme de sa constitution récupère vite. » Son ton était distant, comme si elle parlait d'un étranger et non de l'homme qui avait sauvé la vie de sa petite fille en acceptant une intervention risquée. Hugo avait appris à respecter cette réserve. Après tout, Marguerite avait passé près de 30 ans à détester Alain Delattre pour l'abandon de sa fille. « Je me demande comment Chloé réagira en apprenant la vérité, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour sa nouvelle grand-mère par alliance. Marguerite leva enfin les yeux de son tricot. « Ma petite fille a un cœur généreux. Trop, parfois, mais certaines blessures sont difficiles à guérir, même avec toute la générosité du monde. » Un médecin s'approcha d'eux. « Tenant un dossier, Madame Noël, nous avons les résultats du dernier scanner. Votre petite fille répond bien au traitement. La valve reçue de Monsieur Delattre fonctionne parfaitement. Quand va-t-elle se réveiller? C'est à elle de décider maintenant. Mais ça ne devrait plus tarder. » Comme si elle avait entendu ces paroles. Une infirmière sortit précipitamment de la chambre de Chloé. Elle ouvre les yeux. La première sensation de Chloé fut une douleur sourde dans sa poitrine, comme si un poids énorme l'écrasait. Puis, progressivement, d'autres sensations l'assaillirent. La fraîcheur des draps, le bip régulier des machines, une odeur d'antiseptique et, quelque part très loin, des voix qui l'appelaient, avec un effort surhumain. Elle souleva ses paupières. Le monde était flou, baigné d'une lumière trop vive. Des silhouettes s'agitaient autour d'elle, comme des fantômes. « Chloé, ma chérie, tu m'entends ?» La voix de sa grand-mère la ramena doucement vers la réalité. Clignant des yeux pour ajuster sa vision, elle distingua le visage aimé de Marguerite, les traits tirés par l'inquiétude, mais illuminés par un sourire de soulagement. « Mi, articula-t-elle d'une voix rauque. « Je suis là, mon trésor. Tout va bien maintenant. » Chloé tenta de se redresser, mais une douleur fulgurante l'en empêcha. Elle porta instinctivement la main à sa poitrine bandée. « Ne bouge pas, » l'avertit une infirmière. « Tu as subi une opération importante. » Les souvenirs revinrent alors par fragments. Le gala, Véronica révélant au micro que la famille Delattre avait volé les terres de sa famille. La douleur fulgurante dans sa poitrine. Puis le néant. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle faiblement. Le médecin s'approcha. « Vous avez fait une décompensation cardiaque aiguë. Votre valve mitrale, déjà mal formée congénitalement, a cédé sous l'effet du stress. Nous avons dû procéder à une transplantation partielle d'urgence. » Chloé fronça les sourcils, essayant d'assimiler ces informations. Transplantation de qui? Un silence gêné s'installa dans la chambre. Le médecin jeta un regard interrogateur à Marguerite, qui hocha imperceptiblement la tête. « De Monsieur Delattre ?» répondit-il finalement. « Alain Delattre ?» Le monde de Chloé sembla vaciller à nouveau. Pourquoi lui? Comment pourrait-il être compatible? Ce fut Hugo qui répondit, s'avançant dans son champ de vision. « Parce qu'il est ton père, Chloé. » Dans une chambre à l'autre bout du couloir, Alain Delattre se rétablissait de sa propre opération. Une partie de sa valve cardiaque avait été prélevée pour réparer celle de sa fille. Un geste qui n'effaçait pas le passé, mais qui offrait peut-être une chance d'avenir. Un coup discret à la porte le tira de sa somnolence. Madame Girard entra, plus pâle et plus frêle que jamais, mais toujours aussi digne dans sa robe noire austère. « Elle est réveillée », annonça-t-elle sans préambule. « Et elle sait, pour vous ?» Alain se redressa légèrement, grimaçant sous l'effet de la douleur. « Comment ?»
Comment a-t-elle réagi? Comment croyez-vous qu'elle ait réagi? Apprendre que l'homme qui l'a récemment humiliée publiquement est en fait son père biologique, qui a abandonné sa mère enceinte il y a près de 30 ans. « Je ne savais pas pour la grossesse », murmura Alain, répétant la défense qu'il s'était forgée au fil des jours. « Cela fait-il vraiment une différence ?» demanda doucement Colette. « Vous avez choisi votre héritage plutôt que l'amour, que vous ayez su ou non pour l'enfant. Le choix fondamental reste le même. » Alain détourna le regard, incapable de soutenir l'accusation silencieuse dans les yeux de sa vieille gouvernante. « Je voudrais la voir, » dit-il finalement. « Lui expliquer. »« Elle n'est pas prête, » trancha Colette. « Respectez au moins cela, si vous ne pouvez rien réparer d'autre. » Elle s'apprêtait à partir, quand une quinte de toux violente la plia en deux. Alain tendit la main vers la sonnette d'alarme, mais elle l'arrêta d'un geste. « Non, ça va passer. Vous devriez être hospitalisée, Colette. Ce cancer. Je mourrai quand j'aurai fini ce que j'ai à faire, pas avant. » répliqua-t-elle avec une fermeté qui contrastait avec sa fragilité physique. « Je dois encore voir cette famille réunie, comme Delphine l'aurait voulu, dans la chambre de Chloé. » Un silence pesant s'était installé après les révélations de Hugo. Marguerite avait pris la main de sa petite fille, tandis que le jeune homme se tenait en retrait, conscient d'être à la fois parti et témoin de ce drame familial. « Je l'ai toujours su, d'une certaine façon, » confessa finalement Marguerite. « Ta mère ne m'a jamais dit qui était ton père, mais j'avais vu ce médaillon et l'argent qu'elle a reçu pour disparaître. Vous le saviez et vous ne m'avez rien dit. » La voix de Chloé tremblait d'une émotion contenue. « Delphine m'avait fait promettre. Elle voulait te protéger de cette famille, de leur influence. Et après sa mort, comment aurais-je pu te dire que ton père était l'homme dont le père avait volé nos terres et condamné notre famille à la précarité ?» Chloé ferma les yeux, assaillie par trop d'émotions contradictoires. La colère se mêlait à la confusion, la trahison au chagrin. « Et lui, depuis quand sait-il ? » ?»« Depuis qu'il a vu ton médaillon, je crois, » répondit Hugo à la place de Marguerite. « C'est après cela qu'il a commencé à changer d'attitude envers toi. » Chloé se remémora les regards étranges qu'Alain lui lançait parfois, son insistance pour qu'elle prépare à nouveau le cassoulet, sa générosité soudaine envers sa grand-mère. Tout prenait un sens différent maintenant. « Et toi ?» demanda-t-elle à Hugo. « Comment prends-tu le fait d'avoir une demi-sœur ?» Un sourire sincère illumina le visage du jeune homme pour la première fois depuis des jours. C'est probablement la seule bonne nouvelle dans toute cette histoire. La porte s'ouvrit doucement sur Madame Girard. Malgré sa fatigue évidente, elle s'approcha du lit avec une détermination tranquille. « Je vous dois des explications, à tous, » dit-elle en s'asseyant péniblement. « J'ai fait des choix qui ont affecté vos vies, sans que vous le sachiez. » De sa poche, elle sortit une enveloppe jaunie. « Voici la lettre que ta mère m'a envoyée avant de mourir. » Chloé, elle savait que sa maladie cardiaque empirait, et elle voulait s'assurer que quelqu'un veillerait sur toi, même de loin. D'une main tremblante, Chloé prit la lettre. L'écriture élégante et penchée semblait vivante sous ses doigts. Un message d'outre-tombe de la mère qu'elle avait à peine connue. « Je l'ai conservée toutes ces années, attendant le moment où elle serait nécessaire, » poursuivit Colette. « Quand j'ai appris pour la maladie de ta grand-mère, j'ai compris que le moment était venu, j'ai arrangé ton embauche au manoir, j'ai envoyé cet email anonyme à Hugo. »« C'était vous ?» s'étonna le jeune homme. « Je savais que je n'avais plus beaucoup de temps, » expliqua-t-elle en touchant discrètement sa poitrine douloureuse. « Et il fallait que cette famille brisée soit réunie avant mon départ, pour le meilleur ou pour le pire. » Chloé déplia lentement la lettre, hésitant à lire les mots de sa mère devant témoin. Comprenant son besoin d'intimité, Marguerite fit signe aux autres de sortir. « Nous te laissons un moment, » dit-elle doucement. « Prends ton temps, ma chérie. Restez seule. » Chloé commença à lire. « Ma douce enfant, si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus là pour te protéger. Pardonne-moi de partir si tôt, de te laisser tant de questions sans réponse. Ton père s'appelle Alain Delattre. Nous nous sommes aimés pendant un été magique, mais nos mondes étaient trop différents. Sa famille m'a éloignée quand ils ont appris pour notre amour. Je ne lui en veux pas. Il était jeune, prisonnier des attentes de son père. Je ne t'écris pas pour que tu le recherches, mais pour que tu saches d'où tu viens. Tu portes son nom dans ton sang. Mais c'est mon amour qui t'a façonné. Sois heureuse, ma Chloé. Et si un jour le destin te mène à lui, rappelle-toi que même les cœurs les plus froids peuvent encore apprendre à aimer. Ta mère qui t'aimera toujours, Delphine. » Des larmes silencieuses coulèrent sur les joues de Chloé, tandis qu'elle serrait la lettre contre sa poitrine.
là où battait désormais un cœur réparé par celui-là même que sa mère avait aimé. 1 an s'était écoulé depuis les révélations qui avaient bouleversé la vie de la famille de Lattre. Le printemps habillait à nouveau la Provence de couleurs vives, et les champs autrefois desséchés par la sécheresse resplendissaient sous un soleil bienveillant sur les terres des marchands, restituées et considérablement agrandies grâce à l'intervention d'Alain. Une foule élégante se pressait pour l'inauguration de l'école de gastronomie traditionnelle Delphine Marchand. L'ancien corps de ferme avait été magnifiquement restauré, alliant le charme rustique de la Provence à des installations modernes qui en faisaient l'une des écoles culinaires les plus réputées de France. Chloé, resplendissante dans une robe simple aux couleurs lavande, accueillait les invités avec une assurance tranquille. La cicatrice qui marquait désormais sa poitrine était invisible sous le tissu. Mais elle portait fièrement le médaillon celte qui brillait au soleil, symbole des liens qui unissaient désormais son passé et son présent. « Mademoiselle de Lattre Marchand, pourriez-vous nous dire quelques mots sur cette inauguration ?» demanda un journaliste en s'approchant. Chloé sourit à l'entente de ce double nom qu'elle avait choisi d'adopter 6 mois plus tôt. « Cette école est un hommage à ma mère, Delphine, qui m'a transmis l'amour de notre terroir et de nos traditions culinaires. Mais c'est aussi un projet tourné vers l'avenir, vers la transmission de ce patrimoine aux nouvelles générations. » Non loin de là, Hugo supervisait l'installation du buffet, où seraient présentées les créations des premiers étudiants de l'école, depuis sa rupture avec Véronica, retournée au Mexique après le scandale. Il s'était progressivement impliqué dans les projets de sa demi-sœur, découvrant une passion inattendue pour la valorisation du patrimoine culinaire français. « Papa va être en retard », annonça-t-il en rejoignant Chloé après avoir congédié les journalistes. Son avion a été retardé à Marseille. Elle hocha la tête, une ombre passant brièvement sur son visage. Sa relation avec Alain restait complexe, tissée de non-dits et de regrets, mais aussi d'efforts sincères de part et d'autre pour construire quelque chose de nouveau. « Marguerite est avec les étudiants », demanda Hugo. « Oui, elle leur donne ses dernières recommandations pour le cassoulet. » Un sourire complice passa entre le frère et la sœur. Le fameux cassoulet, celui-là même qui avait déclenché la colère d'Alain lors de ce dîner fatidique, était devenu le plat signature de l'école. Servi lors de chaque événement important comme symbole de réconciliation, Alain de Lattre arriva finalement alors que la cérémonie était sur le point de commencer. À 52 ans, il semblait avoir vieilli de 10 ans en un seul. Ses cheveux étaient désormais presque entièrement gris, et des rides profondes marquaient son visage autrefois si lisse. L'opération qu'il avait subie pour sauver sa fille avait laissé des séquelles, une légère claudication, une fatigue chronique qu'il s'efforçait de dissimuler. « Désolé pour le retard », dit-il en embrassant maladroitement Chloé sur la joue. Ce geste, encore empreint d'une certaine gêne, était néanmoins un progrès par rapport à la distance qui les avait longtemps séparés. « L'important est que tu sois là », répondit-elle simplement. Après les discours officiels et le coupé de ruban, les invités se dispersèrent dans les différentes salles de l'école, admirant les installations ultramodernes qui cohabitaient harmonieusement avec les poutres apparentes et les murs en pierre d'origine. Alain se retrouva seul dans la cuisine principale, contemplant le grand portrait de Delphine qui ornait le mur principal. La photographie, agrandie à partir d'un vieux cliché retrouvé dans les affaires de Marguerite, montrait la jeune femme souriante au milieu d'un champ de lavande, sans doute prise quelques semaines avant leur rencontre. « Elle aurait été fière », dit une voix derrière lui. Marguerite Noël s'approcha, s'appuyant légèrement sur sa canne. Sa santé s'était considérablement améliorée grâce aux soins spécialisés qu'elle avait reçus. Mais à 76 ans, les efforts de cette journée commençaient à se faire sentir. « Vous croyez ?» demanda Alain, une vulnérabilité inhabituelle dans la voix. « De l'école, certainement. De vous. Elle aurait attendu de voir si vos actes suivraient vos paroles. » Malgré la dureté apparente de ses mots, un respect mutuel s'était tissé entre Alain et Marguerite. Elle ne lui avait jamais complètement pardonné, mais elle reconnaissait ses efforts pour réparer le mal causé par sa famille. « J'essaie, Marguerite, chaque jour. Je sais. » Ils restèrent un moment silencieux, unis dans le souvenir de la femme qu'ils avaient tous deux aimée à leur façon. « Madame Girard vous manque, » constata Marguerite. Ce n'était pas une question. Alain hocha la tête. La mort de Colette, 3 mois après l'opération de Chloé, avait laissé un vide immense dans sa vie. Fidèle jusqu'au bout, elle avait tenu à rester au manoir jusqu'à son dernier souffle,
veillant sur cette famille recomposée avec une détermination farouche. Elle a tenu sa promesse envers Delphine, dit-il doucement. Jusqu'à la fin, la réception battait son plein dans le jardin récemment aménagé de l'école. Des tables dressées sous les oliviers accueillaient un mélange étonnant d'invités. Le gratin lyonnais côtoyait les paysans provençaux. Les chefs étoilés discutaient avec les grands-mères gardiennes des recettes traditionnelles. Les financiers trinquaient avec les artisans locaux. C'est exactement ce que j'espérais, murmura Chloé en observant cette fusion improbable de mondes autrefois séparés. Hugo, qui venait de finir son tour d'inspection, se joignit à elle. Une réussite totale, petite sœur. Ce terme, petite sœur, qu'il employait désormais avec une affection non feinte, réchauffait toujours le cœur de Chloé. Leur relation s'était développée naturellement, sans les complications qui marquaient encore ses rapports avec Alain. Tu as vu papa discuter avec le maire de Marseille. Il lui présente notre projet d'expansion. Le projet d'expansion était la dernière initiative de la Fondation Delphine. Créée par Alain pour réparer les torts causés par son père, au-delà de l'école, la Fondation soutenait les petits producteurs locaux, finançait la recherche sur les cardiopathies congénitales et restaurait le patrimoine architectural provençal. Le manoir de Lattre à Lyon n'était plus la demeure froide et austère d'autrefois. La moitié de la propriété avait été transformée en centre culturel, tandis que l'autre moitié accueillait régulièrement des enfants défavorisés pour des séjours éducatifs. Alain y résidait toujours, mais passait désormais la moitié de son temps en Provence, dans une petite maison qu'il avait fait construire non loin de l'école. Quant à l'empire immobilier de Lattre, il avait été profondément restructuré. Hugo, après avoir finalement terminé ses études à Harvard, avait accepté d'en prendre la direction, à condition de le réorienter vers des projets plus éthiques et durables. La fortune familiale servait désormais à financer des logements sociaux et des espaces culturels, plutôt que des complexes de luxe. Le moment fort de la journée arriva, lorsque les étudiants servirent le fameux cassoulet aux invités. Chloé, fidèle à la tradition, en apporta personnellement un bol à son père. Alain le contempla un instant, puis prit une bouchée, fermant les yeux comme pour mieux savourer ce goût si chargé de souvenirs. « Exactement comme celui de Delphine », murmura-t-il. « Et comme celui que je t'ai servi la première fois au manoir », compléta Chloé avec un léger sourire. « Ce jour-là, j'ai été odieux. Ce jour-là, tu as commencé à te souvenir », corrigea-t-elle doucement. Ils échangèrent un regard chargé d'émotions contradictoires. Regret, espoir, et cette tendresse maladroite qui caractérisait leur relation en construction en fin de journée, alors que le soleil commençait à décliner sur les champs de lavande nouvellement plantés. Alain, Chloé, Hugo et Marguerite se retrouvèrent sur la terrasse de l'école. Devant eux s'étendait le domaine restauré, symbole de ce qu'ils avaient accompli ensemble malgré les blessures du passé. Pendant des années, dit Alain en contemplant ce paysage, j'ai cru que la richesse se mesurait en immeubles et en comptes bancaires, que le succès se définissait par le pouvoir qu'on exerce sur les autres. Et maintenant, demanda Chloé. Maintenant, je sais que la vraie richesse était cachée dans un cassoulet que j'avais oublié, dans le médaillon que je t'ai offert, Chloé, répondit-il, en se tournant vers sa fille, et dans les racines que j'ai passé ma vie à renier. Hugo leva son verre. À nos racines, alors, et à l'avenir que nous construisons ensemble. Tandis qu'il trinquait à cette famille, recomposée par les aléas du destin. Le soleil couchant baignait la Provence d'une lumière dorée qui semblait promettre que, malgré les erreurs et les détours, il n'était jamais trop tard pour revenir à l'essentiel et redécouvrir le véritable goût de la vie